Bonjour, presque bonsoir à tous. Bienvenue à l'UGC pour une nouvelle séance exceptionnelle de ce festival Sérimania Lille Hauts-de-France qui continue à battre son plein. On a là la chance d'avoir une invitée qu'on voulait avoir depuis longtemps et cette année, elle nous a dit oui pour venir à Lille. C'est une actrice exceptionnelle, emblématique de la très grande qualité des séries nordiques. Sa série sur laquelle on va revenir, The Bridge, a fait le tour du monde. Il y a eu des remakes partout, mais l'original est resté au-dessus de tout le reste. Pour modérer cette masterclass, je vais tout de suite appeler quelqu'un qui est un des plus remarquables blogueurs de séries sur son blog du Monde, Le Monde des séries. Il est aussi l'auteur d'un livre spécialisé sur les séries nordiques qui s'appelle L'Empire de la mélancolie. Je voudrais déjà vous demander d'accueillir Pierre Cérisier, s'il vous plaît. Et puis, sans plus tarder, évidemment, notre invitée d'honneur, Sofia Helin. Hi everybody. Bonsoir à tous. Et quelques phrases et ensuite on fera l'ensemble de la rencontre en anglais. Donc je pense que vous avez des casques de traduction si cela est nécessaire. Okay. Thank you everybody for being here tonight as we Eh bien, merci à tous de nous avoir rejoints ce soir. Nous avons la fierté, l'honneur et le plaisir d'accueillir parmi nous Sofia Helin. Elle est avec nous ce soir pour cet entretien exceptionnel et nous en sommes fort honorés parce que c'est une très grande actrice et pas seulement dans son pays, la Suède, mais aussi dans le monde entier. Elle est connue internationalement, on peut le dire. Donc on sait que sa série a été diffusée dans une centaine de pays. Alors quand j'ai préparé cet entretien, la première chose que j'ai fait, bien sûr, c'est regarder sur Google pour voir tout ce qu'on peut trouver sur vous. Vous êtes né à Hofstad, c'est un petit village situé à 150 km à l'ouest de Stockholm. Vous avez étudié la philosophie à l'université à Lund, l'université de Lund, et puis vous avez commencé une école de théâtre au cours des années 90. Vous avez obtenu le diplôme de l'Académie de théâtre de Stockholm en 2001. Vous avez joué dans de nombreux films. Le dernier que j'ai vu, c'est Le Bonhomme de neige, The Snowman, de Thomas Alfredson, avec Michael Fassbinder, Charlotte Gainsbourg et Chloé Sevigny, et vous-même. L'année dernière, vous avez aussi joué dans une série télévisée allemande qui s'appelle Same Sky, qui se passe à Berlin dans les années 70. Et si je ne me trompe pas, vous avez commencé à travailler à la télévision en 79 dans un soap opera qui s'appelle Ready Red. Ready Red, oui, c'est l'histoire d'une série. C'est un peu comme La croisière de l'amour. C'est un film très connu. Il a été diffusé pendant plus d'une dizaine d'années. Et ensuite, vous avez joué dans la série The Bridge depuis les années 2000. Vous avez en fait consacré une dizaine d'années de votre vie à cette série où vous jouez le rôle de Saga Norén. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les 3 premières saisons de The Bridge, je suis vraiment désolée parce qu'on va être un petit peu des spoilers ici. On ne pourra pas éviter de vous montrer quelques extraits. Nous parlerons des 3 premières saisons de la série, mais nous ne parlerons pas aujourd'hui de la 4e saison qui sera sur l'écran pour la première fois demain. Donc vous verrez demain le premier épisode de la
4e saison. The Bridge a été créé par Hans Rosenfeld. Il est scénariste et producteur. Il aime beaucoup les personnages féminins forts. Il a actuellement une série qui passe en Grande-Bretagne actuellement, Marcella, avec Anna Freer comme actrice. Et je ne peux que vous recommander de voir cette série, Marcella, qui est une excellente série. Bron, ou The Bridge, a été un véritable succès depuis le début. Comme je l'ai dit, il a été diffusé dans une centaine de pays dans le monde. Ça a suscité 2 remakes, en fait. Il y en a eu un en France, appelé Le Tunnel. Oui, et d'ailleurs, plus que ça. Je crois que nous avons eu 4 remakes. Il y en a un qui est entre l'Estonie et la Russie, un en Malaisie, qui a été tourné en Malaisie à Singapour. Donc on a de plus en plus de sagas dans le monde. Et puis le deuxième, c'est The Bridge, et ça parle donc de la frontière entre les États-Unis et le Mexique avec Jan Kruger. Alors, votre rôle, c'est Saga Noren, une policière que vous incarnez, chargée des affaires d'homicide dans la police de Malmö. J'aimerais que vous me racontiez un peu comment vous interprétez Saga Noren et le nom impossible à prononcer en français. Alors, avant de voir un premier extrait, j'aimerais vous poser une question. Comment est né ce personnage absolument formidable, le personnage de Saga Noren? Eh bien, j'ai reçu le scénario de Hans, le scénariste, qui m'a expliqué, voilà, c'est une femme qui est un excellent policier, mais elle n'a absolument aucune compétence sociale, elle n'a aucun talent, elle ne sait pas du tout interagir avec les autres. Et alors là, le réalisateur m'a dit, voilà, peut-être quelque chose comme l'autisme ou le syndrome d'Asperger. Et moi, je me suis dit, oh là là, c'est très étonnant, parce qu'en tant que personne, moi, je me sens l'opposé de ça. Donc, c'est difficile. Il s'agissait pour moi de me mettre dans les chaussures d'un personnage totalement inconnu. C'est tout un domaine que je ne connais pas. Il a fallu que j'étudie, que j'essaye de me comporter comme elle. Et je me suis rendu compte de la solitude qu'elle doit ressentir quand elle n'arrive pas à communiquer avec les autres. Donc très tôt, j'ai compris que c'était une personne extrêmement seule. Et là, j'ai pu entrer dans le personnage et essayer de la suivre tout au long de la série. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce personnage? La première fois que vous avez lu le scénario, qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce qui vous a décidé à l'accepter? Eh bien, tout au début, j'étais très sceptique, parce qu'on avait eu beaucoup de succès avec Elizabeth Salander et la série Millennium. Je me suis demandé s'il s'agissait d'une histoire assez semblable, parce que bien sûr, j'aurais pas voulu. Mais j'ai rencontré Hans. Et j'ai rencontré aussi le réalisateur. Et je me suis rendu compte que l'ambition ici était tout autre et qu'il s'agissait d'expérimenter une histoire tout à fait nouvelle. Et ça m'a beaucoup intrigué dès le départ. Ce que vous dites est intéressant. Vous parlez de la série Millennium, qui a été le grand succès de l'époque, au moment où The Bridge a été écrit. Est-ce qu'il existe des ressemblances entre Elizabeth Salander et Saga Noren, ou ce sont deux personnages complètement différents? Oui, elles ont des points communs. Elles ont toutes les deux le syndrome d'Asperger et ce sont des femmes seules, très solitaires. Donc je pense qu'elles ont effectivement des points communs, mais ils n'ont pas créé ce personnage en pensant à elle parce que c'était un tout autre projet.
Et il avait commencé déjà bien avant que se termine la série Millennium. Moi-même, je suis un grand fan du film scandinave, des policiers, des polars scandinaves. Je les regarde depuis longtemps. Et j'ai un peu l'impression que cette littérature est pleine de personnages masculins et qu'il y a peu, finalement, de personnages féminins avec cette caractéristique, c'est-à-dire des personnes tourmentées, des personnes solitaires. Est-ce que vous avez l'impression que vous jouez un personnage singulier ici? Oui, on assiste de plus en plus à l'apparition de personnages forts. Mais Lisbeth Salander et moi, et aussi le personnage principal de The Killing, ce sont des femmes qui ne sont pas très sympas, des personnages complexes, des personnes qu'on aurait du mal à comprendre dans la vie réelle au premier abord. Donc je pense qu'ils ont effectivement ouvert la voie à des personnages plus complexes. Et c'est un film excellent. Bon, et on en a marre de voir des femmes unidimensionnelles à l'écran. Alors c'est le point de départ de la série. On découvre un cadavre sur ce pont qui marque la frontière entre le Danemark et la Suède. Et une partie du corps, le torse, se trouve côté suédois, les jambes se trouvent côté danois. Donc il ne reste plus de choix à la police que de coopérer. La police de Copenhague et la police de Malmö doivent coopérer. Donc, un homme et une femme doivent former une équipe pour retrouver le meurtrier. Et tout à la fin de la saison, ils finiront par découvrir le meurtrier. Et on s'aperçoit tout au long du film que Saga Norén est une policière extrêmement efficace. Pourquoi est-elle si compétente? Avant qu'on commence la première saison, j'ai discuté avec un vrai commissaire de police et je lui ai demandé comment est-ce qu'on peut être une personne comme ça. Si vous aviez quelqu'un comme ça dans votre bureau, comment vous travailleriez avec elle? J'ai expliqué quelles étaient ses compétences, c'est-à-dire qu'elle est excellente en matière de statistiques, logistique, ce genre de choses. Et ce policier m'a dit, c'est exactement ce que j'attendrais de mes collègues, des officiers de police extrêmement précis, concrets, pragmatiques. Mais je crois qu'elle serait vraiment une emmerdeuse quand il s'agirait d'aller boire un café ensemble. Donc en fait, là, il faut travailler ensemble et se soutenir, et ça serait un problème d'avoir une femme comme elle. À présent, je connais toute l'histoire. À l'époque, je me rends compte que je ne savais rien en fait de ce qui allait lui arriver. Quand j'ai commencé à jouer, je ne savais pas tout sur cette policière. Je savais pas encore pourquoi elle est si bonne à son travail. C'est une personne très rationnelle. Est-ce qu'elle a un véritable instinct de policière, de limier, ou est-ce que c'est la rationalité qui la rend si efficace? Eh bien, en fait, elle a quelque chose qui la hante, qui date de son passé. Et c'est pour ça qu'elle veut toujours trouver la vérité. Elle veut voir juste. Elle se sent responsable parce qu'elle a eu une enfance très difficile avec une mère qui souffrait de troubles dysfonctionnels. Donc, elle avait besoin de se sentir très forte, très solide et de trouver les choses. C'est sa responsabilité. Et c'est finalement quelque chose qui la rassure. Alors, tout ce qui compte pour elle, c'est son travail. Il n'y a pas de limite à tout ce qu'elle peut faire pour attraper le meurtrier. Est-ce que c'est ça qui la définit? Est-ce que c'est ce qui définit son identité? Elle se définit par rapport à son travail? Ou est-ce qu'elle a d'autres choses dans sa vie? La 4e saison porte précisément sur ce sujet, vous la verrez demain. C'est
Qui suis-je quand je ne suis pas une policière? Quand on est très passionné par son travail, qu'est-ce qui reste en dehors du travail? Qui pouvons-nous être? Pouvons-nous être quelque chose dans l'absolu? Alors j'ai choisi cet extrait parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là que le cadavre a été coupé en deux. Et vous avez donc Saga qui observe ces deux parties de corps. Et à la façon dont elle regarde la victime, on a l'impression qu'elle-même est divisée en deux. Y a-t-il deux personnes en une, en Saga? J'ai bien réfléchi à la façon de jouer cette partie-là. On n'est pas toujours intègre, on n'est pas toujours une seule personne. Donc, je suis un peu moi-même dans le personnage aussi, donc il y a une partie de moi. Et pourquoi est-elle considérée comme une emmerdeuse par ses collègues? Qu'est-ce qu'ils ne supportent pas d'elle, vous voulez dire? Elle les supporte très bien, sauf quand ils sont paresseux ou tricheurs. Ça, elle ne supporte pas. Mais sinon, elle les supporte très bien, au contraire. Mais il y a beaucoup de choses que les collègues font qui n'ont aucun sens pour Saga. Perdre son temps à prendre du café ou à bavarder, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui en sort et donc ça l'énerve. C'est quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle entend à la voix de ses collègues qui sont fâchés vis-à-vis d'elle, mais elle ne voit pas pourquoi. Donc elle en ressent beaucoup d'insécurité. C'est un peu comme être aveugle finalement. On ne voit pas l'expression des visages, on se reporte sur la voix. Alors il y a quelque chose qu'elle déteste par-dessus tout, c'est le mensonge. Elle n'admet pas le mensonge. Ça dépasse complètement son entendement. Elle ne comprend pas pourquoi on ment. Et d'où vient cette détestation de le mensonge? Eh bien, ça vient de son enfance. Elle était témoin, comment on dit, quand on voit quelque chose. Elle a été témoin de quelqu'un qui mentait en permanence. Puisque sa mère avait des troubles dysfonctionnels, elle rendait sa sœur malade. Elle voulait qu'on ait pitié d'elle, etc. Et Saga voyait ce mensonge, elle voyait la manipulation. Elle ne pouvait pas l'empêcher et c'est ce qui a pratiquement tué sa sœur. Donc c'est vraiment quelque chose de très profond en elle et le mensonge, c'est quelque chose de complètement mystérieux. Alors, si vous n'avez pas vu la série, le tueur en série est le gars sur le pont. Il était un ancien collègue de Martin et voulait se venger de Martin. Et ce qu'il a fait, il a enlevé le fils de Martin et il l'a tué, en fait. Donc c'est vraiment la fin de la saison et Saga doit mentir tout d'abord pour éviter qu'il commette une grosse erreur. Donc elle ment. Alors comment vous décrirez sa relation avec Martin? Comment tous les deux s'entendent? C'est le premier qu'elle a jamais rencontré qui la confronte avec un sens de l'humour, parce qu'il se moque d'elle. Enfin, il ne se moque pas d'elle, mais il partage un petit peu le sens de l'humour. Il ne la juge pas, il la comprend. Et c'est quelque chose qu'elle ne connaissait pas auparavant, et ça lui donne le courage d'essayer d'échanger, d'avoir des relations normales avec les personnes. Et ce qui se passe quand on est très seul, on essaye d'aller vers les autres, mais comme ça ne marche pas,
on abandonne et puis on réessaye. C'est finalement, c'est la vie. Donc lui, il l'aide à réessayer, à avoir cette connexion avec les autres. Donc il l'aide à se sentir plus à l'aise. Oui, effectivement, et il l'enseigne, il lui montre qu'il faut pouvoir parler de la pluie et du beau temps, comment ça va, dire à tes collègues, oui, ça c'était du bon boulot, bien joué. Donc il l'aide dans ce domaine. Alors au tout début, elle ne comprend pas de quoi il parle, le fait de parler de la pluie et du beau temps, d'avoir des relations normales avec les personnes. Et quelque part, il lui montre la voie en la matière. Il est également un bon flic. Il est efficace, même si parfois... Qui est un bon flic? Oui, Martin, oui. Oui, c'est un bon policier. Oui, il faisait beaucoup d'autres choses, à part le travail. Il passe beaucoup de temps avec les femmes. Mais peut-être c'est ce qui se passe lorsqu'on a une addiction ou un problème de ce type. Ça prend du temps pour dépasser ce genre de problème. Mais il est intelligent, donc ils travaillent bien ensemble. Elle peut travailler tout le temps, jour et nuit, sans arrêter. Et lui également, donc ils travaillent bien ensemble. Lui, il a les compétences qu'elle ne possède pas, hein, ou certaines facilités qu'elle n'a pas, et elle est beaucoup plus concentrée sur une approche rationnelle. Donc c'est une très bonne équipe, une belle équipe. Ils se complémentent bien. Et j'ai lu quelque part que Saga, le personnage, était créé pour ressembler plus à une personnalité suédoise et que Martin était plus joyeux, danois joyeux, comme je ne sais pas comment ça a été écrit dès le début, mais c'est vrai, entre le danois et les Suédois, les Danois pensent que nous sommes politiquement corrects, et nous, ils pensent que nous sommes trop sérieux, et nous pensons qu'ils sont paresseux, irresponsables, qu'ils boivent beaucoup, et eux pensent qu'on peut dire ce que l'on veut. Si je dis quelque chose de raciste, c'est tout à fait permis. Et nous, effectivement, nous sommes un peu plus politiquement corrects. C'est un peu les stéréotypes. Mais je ne pense pas que le scénariste voulait faire ressortir cela. On en a fait un petit peu de ça, mais pas trop. Je pense que la raison pour laquelle... je pense que la série, dès le départ, a été écrite pour le personnage de Martin. Et son problème est tellement focalisé sur la famille et ses problèmes relationnels. Et ils ont pris l'autre personnage et ils voulaient que la femme joue en face de lui et qu'elle soit son opposé. Donc ça faisait un mélange assez intéressant, effectivement. Et j'ai lu quelque part que Saga devait mourir à la fin de la première saison. En fait, on voyait qu'elle boitait sur le pont. Donc, elle a été blessée 2 fois par balle dans des rencontres avec le tueur en série. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Je ne le savais pas auparavant, avant le début du tournage, qu'elle devait mourir à la première saison. Quelqu'un simplement m'a dit, il y a 2 ans, seulement, tu devais mourir à la fin de la première saison, mais on a changé d'avis. C'était une super idée de vous garder en vie. Hein. C'était une bonne idée. Est-ce que je peux passer à une autre question? La relation avec un autre personnage, homme mâle, Hans, le patron de Saga. Alors, il y a une scène, je pense que dans le 3e épisode de la première saison, Hans et Saga parlent ensemble. Et au bureau, au
poste de police, et il y a un malentendu. Et on voit bien qu'elle n'arrive pas à se mettre à la place d'un tueur en série. Et qu'elle arrive à se mettre à la place du tueur en série. Elle a un instinct. Et finalement, le malentendu est réglé. Mais quelle est l'importance pourquoi c'est important qu'un personnage féminin puisse comprendre la violence masculine? Mais c'est intéressant comme question, on ne l'a jamais posée. Question difficile. Qui peut comprendre la violence des hommes? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'y ai pas tellement réfléchi à cette question de violence masculine. Oui. Je n'ai pas de réponse à la question. Non, je n'ai pas de réponse à cette question. Toujours à propos de Hans, et dans la 3e saison, elle est victime. Il est victime. On l'envoie à l'hôpital, il est dans un coma, il va mourir. Et Saga est très proche de son patron. Et c'est un personnage qui est paternel. Il est donc à l'hôpital, il a perdu conscience et elle comprend qu'il va mourir. La première chose qu'elle fait, c'est de le frapper très fort. Pourquoi elle fait cela? Alors, je pense que c'était écrit autrement, cette scène, dès le départ. Et moi, je pensais qu'il fallait qu'il y ait quelque chose d'irrationnel, un peu enfantin, un geste de désespoir, de peur et de colère. Et c'est moi qui pensais à ça. Ah oui, d'accord. Donc, parce que moi, j'avais compris qu'elle se sentait trahie parce qu'il mourait, et que c'était sa trahison. Mais ce n'est pas ça. Non, je ne sais pas. Peut-être ce serait la version intellectuelle, mais ça veut dire la même chose. C'est comme une enfant qui son parent lui manque. Donc, pendant les 4 saisons, elle porte toujours les mêmes vêtements, un manteau vert, un pantalon en cuir, des bottes. Elle a un style assez masculin. C'est une femme, mais elle s'habille un peu comme un homme. Et en même temps, Martin est un côté un peu plus féminin. Alors comment est-ce que c'était quel est ce dispositif ou cette astuce? Est-ce que c'est quelque chose d'utile d'oser un peu de féminin chez l'homme et de l'homme chez la femme? Je pense qu'on a tous les deux côtés, le côté masculin et féminin. Et je dis toujours aux scénaristes qu'il faut toujours, tout d'abord, écrire le scénario et ensuite échanger les hommes-femmes, de changer de rôle et puis de réécrire. Parce que ça rajoute toujours des choses intéressantes au dialogue. Parce que nous sommes beaucoup plus complexes. Nous ne sommes pas simplement enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Et elle a cette... lorsqu'elle le veut bien, lorsqu'elle veut avoir des relations, des rapports avec des hommes, des relations sexuelles, elle va draguer des hommes dans les bars, et puis elle dit « Allons coucher ensemble ». Et les hommes sont très surpris et confus. Et ils ont du mal à y répondre et réagir face à un tel comportement. Cela rend le personnage. Mais comment peut-elle faire autrement pour avoir des relations sexuelles? Elle n'arrive pas à se rapprocher des gens. Elle n'arrive pas à jouer ce jeu. Alors comment pourrait-elle avoir des relations sexuelles? Pour elle, ce n'est pas un problème, c'est une manière très pratique de résoudre un problème qu'elle doit résoudre. Oui, effectivement. Lorsque Martin
Kim Bodnia, qui joue le rôle de Martin, a décidé de quitter la série à la fin de la deuxième saison, les producteurs et les scénaristes ont dû choisir un autre personnage. Donc c'était Henrik Serro, qui est également la police criminelle Copenhague. Comment comparez-vous votre relation entre Saga Martin et ensuite la relation entre Saga et Henrik? Au-delà du fait qu'ils finissent par être amants. Alors avec Martin, il a une vie plus ou moins normale, une famille, tout se passe bien. En apparence du moins. Donc, elle a une relation spéciale avec lui. Donc, lorsque nous avons eu la chance d'avoir ce personnage formidable de Henrik, nous avons pu rajouter une personne qui était aussi paumée que Saga, aussi solitaire que Saga. Qui voudrait avoir une relation avec une personne qui a 2 enfants et une femme qui est perdue? What can you add to that person's life? Qu'est-ce que How can you comfort a person like that? How can you be sure that his wife and children won't show up a day and just say, this is my husband? I mean, he's in a trap, and she's also in a trap. So they can be in the same trap. Il est également piégé. Ils se retrouvent tous les deux dans le même piège. Donc c'est une résolution parfaite. La mère est formidable. Pouvez-vous nous dire comment vous avez ressenti cette relation entre Saga et sa mère? C'est une relation très dramatique. C'est une personne malade qui est dans un déni complet, qui ne peut ressentir rien d'autre que de la peur. Donc c'est difficile. Ce qui se passe ici, c'est que Saga est en train d'accuser sa mère, qui, selon elle, est responsable du suicide de sa jeune sœur, Jennifer. La mère utilisait le syndrome de Munchausen par procuration, en quelque sorte, et Jennifer s'est suicidée quand elles étaient adolescentes. C'est une des raisons pour lesquelles Saga a du mal avec les femmes. Et dans cette série, on voit que finalement, elle a des relations relativement normales avec les hommes, mais elle ne s'entend pas avec les femmes. Eh bien, moi, j'ai jamais vu ça comme ça. Mais je pense que le comportement des hommes de façon traditionnelle lui convient mieux que cette relation traditionnelle avec les femmes, la façon dont les femmes se comportent. Saga a aussi une forme de violence en elle-même. Elle est capable de tuer. Mais oui, mais enfin, c'est une policière, elle est bien obligée. Sinon, il faut faire un autre métier. Oui, d'accord, mais j'avais l'impression un peu que Martin et Henrik sont moins violents qu'elle, quelque part. Moi, personnellement, je ne trouve pas que ce soit un personnage qui aime la violence. C'est pas qu'elle aime la violence, mais elle l'utilise. Oui, oui, bien sûr, elle y a accès, elle a accès à la violence, effectivement. Elle n'a pas peur de le faire, elle n'a pas peur. Quel est le but de ce métier finalement pour elle? Elle veut rendre justice pour les victimes ou elle veut attraper les meurtriers? Qu'est-ce qu'elle cherche? Eh bien, ce qu'elle cherche, c'est de s'assurer que tout aille bien, que plus personne ne soit blessé. C'est sa façon de voir les choses. On voit qu'elle a des mauvaises relations avec sa mère, qu'elle a du mal à communiquer avec sa mère qui n'a pas été toujours très bonne. Mais en même temps, on a la sensation que Saga est dans une quête infinie
pour l'amour. Elle est à la recherche d'amour. Alors, cette série est un polar, hein, mais est-ce que c'est aussi une histoire d'amour? Oui, et c'est ce qui m'a permis de comprendre sa solitude, à quel point elle est seule, parce que son grand but dans la vie, c'est de trouver l'amour même si elle ne le sait pas elle-même. Donc oui, c'est aussi une histoire d'amour pour moi. Et tout à fait franchement, j'avais oublié, moi, l'aspect policier, en fait, la scène de crime. Et pourtant, la violence y est très graphique. On voit des cadavres coupés en deux. D'accord, mais ça ne me gêne pas, ça ne me fait pas peur, c'est pas ça qui me fait frissonner. Je dirais que c'est quand je dois avancer avec un pistolet, c'est les scènes les plus ennuyeuses pour moi. Alors, le créateur a poussé le bouchon assez loin, parce que dans cette saison, Marie-Louise, la mère de Saga, décide de mettre en scène son propre suicide pour que sa fille se sente responsable, qu'elle se sente coupable de meurtre, alors que Saga n'a rien fait. Donc la mère est complètement tordue et elle décide de se suicider en prétendant qu'elle a été assassinée. Tout au long des 4 saisons, on retrouve des sujets sociaux qui sont traités. Alors, en dehors d'être une fiction, un polar, une histoire d'amour, c'est aussi une critique sociale de la société scandinave d'aujourd'hui, diriez-vous? Oui, une critique du monde en général. Mais il y a des incréments de série en série. Je me souviens plus très bien, dans la première série, on parle des SDF. Des sans domicile fixe. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les saisons, on traite ces sujets. Et la saison 4, c'est une saison où les sujets sociaux sont particulièrement traités. C'est là qu'ils sont traités le plus. Et c'est important parce que nous sommes là pour divertir, mais aussi pour communiquer sur les sujets importants qui concernent le monde. Et un thème très important de cette série, c'est l'identité. Qui a le droit d'appartenir à une communauté et qui doit être rejeté. Et que fait-on lorsqu'on n'est pas ce qu'on croit être ou ce qu'on dit qu'on est? Pour moi, c'est un sujet très important. En Suède, vous avez 2 scénaristes très importants. Je ne suis pas sûre de prononcer les noms correctement. C'est une femme et son mari. Mash Sowell. Oui, exact. Ce sont 2 scénaristes très connus, une femme et son mari. Ils ont travaillé et ce sont des écrivains très connus, pardon. Ils ont écrit une douzaine de polars à eux deux et ils utilisent la violence associée à l'enquête criminelle pour montrer que la violence fait partie de la société, c'est un symptôme de quelque chose qui va mal. Et les créateurs de la série ont été inspirés par ces romans. Bien sûr, ils ont été influencés parce que ces auteurs ont été très importants dans notre pays. Alors, je crois que si vous pouvez trouver ces romans en France, je vous recommande de les lire. Je crois qu'ils ont été traduits en français. Alors, nous avons dans cette série un personnage féminin très fort, une femme qui fait semblant d'être enceinte dans le 4e épisode. Est-ce que ça serait une représentation de la société scandinave? Parce que nous, dans le sud de l'Europe, on a l'impression que les pays scandinaves sont plus égalitaires, que les droits sont mieux respectés.
que les femmes ont le droit de dire ce qu'elles souhaitent. Vous voulez dire qu'il y a plus d'égalité chez nous que chez vous? Oui, c'est l'impression qu'on a des pays nordiques, on peut se tromper. Je crois que nous sommes un des 3 premiers pays en matière d'égalité des sexes. L'année dernière, il y a eu des grands mouvements à ce sujet en Suède. Et en ce qui concerne la Scandinavie, on a des lois qui sont excellentes dans ce domaine. Maintenant, dans la réalité, les choses ne s'appliquent pas toujours comme elles le devraient. La raison pour laquelle le mouvement MeToo, balance ton corps en français, est devenu si important, c'est parce que nous avions déjà écrit des manifestes, nous nous sommes déjà réunis, des milliers de femmes qui ont manifesté pour cela. Et c'est pour ça qu'on est très fort dans ce domaine. C'est parce que ça fait déjà un moment qu'on a créé toute une plateforme pour s'exprimer. Si vous restez à la maison, vous n'avez pas la possibilité d'exprimer votre identité, vous n'avez pas de confiance en vous pour élever la voix et dire « Stop, je ne veux plus être harcelé ». Et vous, vous avez été impliqué dans le mouvement MeToo. Quelles sont les initiatives que vous avez suivies? Oui, c'est important que les actrices en Suède puissent le faire. Nous nous sommes réunis et nous avons décidé d'agir. Alors, on a commencé sur Facebook. Et ça a été vraiment comme une explosion. Ça s'est répandu comme un feu et on a donc écrit un manifeste qui a été publié dans un journal très connu. Et puis on a eu les médecins avec nous en quelques semaines, 4000 médecins, des avocats, puis des prostituées, des gens qui travaillent dans différents secteurs de l'économie. Tout le monde s'est réuni pour dire « Nous voulons témoigner de manière anonyme sur ce qui m'arrive au quotidien, au travail. » Et ensuite, il faut s'arrêter, il faut que ça s'arrête. Et ça s'est répandu partout, en Norvège, en Finlande, au Danemark. Et les actrices suédoises ont aussi parlé de ça à Hollywood. Et on peut dire d'une certaine manière que toutes les femmes du monde se sont réunies pour agir. Je sais qu'en Inde, il y a eu aussi des femmes de la classe moyenne qui ont manifesté. Et c'est très important. C'est important pour les femmes et c'est aussi important pour les hommes. Nous voulons être ensemble. Nous voulons pouvoir communiquer entre nous et pas être séparés. Est-ce que vous avez été soutenu par les hommes? Absolument. Et ça a été spectaculaire. J'étais chez moi et sur mon téléphone, j'ai reçu une quantité de témoignages de femmes qui m'ont écrit sur Facebook pour me dire ce qui s'était passé, ce qui leur était arrivé. Et elles ont dit, on ne peut pas dénoncer les gens, on ne peut pas donner des noms à la presse. Que faire? Et c'est un peu comme quand on a démoli le mur de Berlin. Il faut un jour tout démolir, il faut publier, il faut parler. Donc ça déjà, c'était un soutien considérable. Est-ce que vous avez vu des changements? Absolument. Beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses se produisent qui sont extraordinaires. Les actrices, nous sommes invitées pour parler de la réalité dans le monde du travail aux patrons et leur dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est aussi une question de représentation, qu'il s'agisse de problèmes raciaux, des problèmes sexistes ou des problèmes de discrimination par l'âge, il faut en parler à l'écran partout, il faut qu'on puisse s'identifier. Et il faut que le public puisse s'identifier à cette histoire qu'on raconte. Donc, la série est terminée, la 4e saison a été diffusée. Qu'est-ce que vous
pensez de ces 10 ans que vous avez passés dans le pot du personnage de Saga? J'étais soulagé, je me suis coupé les cheveux et je m'attends de nouvelles aventures maintenant. Alors personne ne me demande est-ce qu'elle va me manquer. Mais moi je leur réponds, je peux lui parler quand je veux. Donc je n'ai aucune raison qu'elle me manque. Je suis très heureuse et fière. Est-ce que c'était votre meilleur personnage? Non, je vais faire bien d'autres personnages, jouer bien d'autres personnages. J'en sais rien. Il faudrait me demander juste avant ma mort.